Je faisais 25 kilos pour 1,63 m. Contre indication médicale, j'ai décidé de ne pas retourner en hospitalisation et de rentrer en études sup. Bonjour Inès. Salut, enchantée. Enchanté, merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir aujourd'hui pour témoigner, raconter ton histoire? Je dirais que c'était l'envie de partager mon parcours et d'envoyer un petit message aussi d'espoir, parce que pendant longtemps je me suis sentie au fond du gouffre et je me suis dit que j'allais jamais réussir à remonter la pente. Même les médecins disaient que j'étais une cause perdue et j'avais envie de montrer que c'était possible. Et là maintenant, quand je regarde 5 ans en arrière, je me dis que finalement je l'ai fait alors que ça me paraissait avant insurmontable. Pour raconter justement comment t'en es arrivé là et comment t'as surmonté l'insurmontable, j'aimerais qu'on revienne à tes 8 ans. Ouais. Quand tu as commencé à porter un regard sur ton apparence. J'étais une petite fille de 8 ans, tout ce qu'il y a de plus banal, assez pétillante, etc. Et durant les vacances d'été, où j'allais passer en CM1, j'ai commencé à regarder mon corps, à me poser un peu des questions qui, à mon sens, n'étaient pas des questions d'enfant de 8 ans. Et voilà, j'avais un petit peu, je me mettais la pression pour avoir un corps qui corresponde à des standards, alors que mes camarades à cet âge-là, eux, jouaient dans la cour, etc. Et moi, je commençais à me prendre la tête. Et je me souviens justement de ces vacances où j'allais rentrer en CM1, où à chaque fois que je passais devant un miroir, je me regardais. Et j'ai senti en fait qu'il y avait eu quelque chose qui changeait à ce moment-là. Elles sont venues comment ces questions? Est-ce qu'il y a eu une cause particulière? Non, je dirais que c'est plus plusieurs événements en fait de ma vie qui ont provoqué peut-être ça. Je dirais que j'étais déjà sur un terrain glissant, j'étais déjà une enfant qui était très très anxieuse. Après, il n'y a pas eu un phénomène en particulier. Je pense que c'est plusieurs événements de la vie, notamment par exemple mon grand-père qui a eu un cancer du larynx et ça m'a beaucoup atteinte. Il y a eu pas mal de décès dans ma famille et mon petit frère aussi qui est né grand prématuré et je pense qu'à ce moment-là, du coup, mes parents étaient très inquiets et je me suis peut-être un peu sentie délaissée. J'ai peut-être pas pu me développer comme j'aurais dû me développer. J'ai dû apprendre à me débrouiller un petit peu seule et je pense que l'enfant que j'étais à ce moment-là, quand il est né, j'avais 5 ans et demi, s'est senti un peu abandonné, même si c'était pas du tout de leur faute. Et je pense que du coup, tous ces événements-là ont fait que j'ai développé de l'anxiété, alors que c'est un peu l'âge où on est censé être innocent, etc. Et j'ai commencé à avoir peut-être à grandir trop vite et avoir des préoccupations d'adulte alors que j'étais une enfant. Et pourquoi ça s'est créé spécifiquement autour du poids, selon toi, ces angoisses, cette anxiété? Je dirais que dans la vie, en général, il y a très peu de choses qu'on peut contrôler, mis à part certains facteurs de type le poids. Et moi, je me suis rattrapée là-dessus. En fait, je pouvais pas contrôler ma vie, je pouvais pas contrôler les gens qui restaient dans ma vie parce que il y a eu pas mal de décès dans ma famille. Je me suis dit inconsciemment que j'allais contrôler mon poids, que j'allais contrôler ce que je mangeais. Je me suis mise à être très assidue à l'école aussi en même temps. Et donc en fait, toutes ces choses-là où je pouvais avoir le contrôle, je me suis rattachée parce qu'il y avait une sorte au début de tranquillité. En fait, je me sentais rassurée de pouvoir contrôler ça. On parle de l'anorexie comme la maladie du contrôle et pour moi, ça a commencé comme ça en tout cas. Et du coup, comment tu t'y prenais pour contrôler ça, contrôler ton poids? Alors ça s'est fait vraiment très progressivement, c'est-à-dire qu'au début, c'était juste des coups d'œil dans le miroir et petit à petit, ça s'est dégradé et il y a eu ce fameux engrenage un peu toxique qui s'est mis en place. Mais c'est très, très vicieux en fait comme maladie, c'est-à-dire que au départ, c'était ça, c'était se regarder. Ensuite, je me suis dit bon, je vais me reprendre en main. Je sais pas si on peut vraiment se reprendre en main à 8 ans, mais c'était un peu ce que j'avais dans la tête. Je vais manger plus de légumes, je vais faire attention et puis après j'ai enlevé les aliments que je considérais comme mauvais. Tous les bonbons aux anniversaires, j'en mangeais plus, les gâteaux, etc. Ça a continué avec le fait de réduire les quantités jusqu'à ne manger quasiment plus rien. Est-ce que tu peux me raconter un peu justement comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai qu'à 8 ans, tu vis chez tes parents, donc Ouais. Réduire les quantités, choisir ce que tu manges, forcément tes parents pouvaient aussi vite s'en rendre compte. Comment ton entourage
a commencé à suspecter les choses, à remarquer ce qui se passait? Alors ça a d'abord été mon père et ma mère. En fait, au début, les gens extérieurs se disaient « Ah bah c'est bien, elle mange équilibré, etc. C'est plutôt une bonne chose parce qu'encore une fois, on est dans une société où manger healthy, faire attention, faire du sport, etc. c'est quand même plutôt bien vu. » Tu faisais quoi comme sport? À ce moment-là, je faisais beaucoup de courses à pied. Et maintenant, actuellement, je fais toujours de la course à pied et puis de la boxe aussi. Mais voilà, à ce moment-là, c'était vraiment de la course à pied et de la gymnastique, les deux. Et donc, au départ, voilà, c'était plutôt bien vu, même de la part de mes grands-parents, de mes cousins, etc. C'était « Ah, bah Inès, elle mange équilibré, c'est plutôt bien. Voilà. Et par contre, après, ça a commencé à inquiéter un peu mes parents parce que justement, quand j'ai commencé à exclure certains aliments de mon alimentation et puis réduire les quantités, là, ça a commencé à les inquiéter. Et puis, plus les maîtresses, à ce moment-là, les ont contactés en leur disant « Bah, on comprend pas trop parce que voilà, Inès, aux sorties scolaires, elle mange pas, etc. Est-ce que c'est normal ?» Et puis j'ai commencé à perdre du poids aussi. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'ils ont commencé à s'inquiéter. Après, je trouve quand même qu'il y a eu des phases où ça s'est empiré beaucoup plus vite. Je dirais qu'il y a eu quelques mois entre le moment où je me regardais et le moment où j'ai commencé à vraiment réduire et à enlever certains aliments. Mais je dirais que le Noël de CM1, ça avait déjà commencé à être compliqué. J'avais déjà commencé à vraiment exclure des aliments. C'était déjà compliqué à table parce que mes parents étaient inquiets de voir que je mangeais pas suffisamment, que je perdais du poids et que voilà, j'avais les joues creusées et que j'avais froid tout le temps. T'excluais quoi comme aliment? Tout ce qui, pour moi, était mauvais, tout ce qui était gras, donc c'est-à-dire les bonbons, les gâteaux, les chips. Ça a commencé comme ça. Ensuite, les féculents. Et puis, jusqu'à ce qu'il reste plus que les légumes, en fait. Et puis dès que je pouvais sauter des repas, je le faisais. Puis au-delà de ça, j'étais très, très, très hyperactive. Au-delà de l'alimentation, je pense que j'ai augmenté drastiquement aussi mon rythme d'activité. Et je me souviens même que au-delà de l'activité, c'était ce qu'on appelle l'hyperactivité. Donc par exemple, j'allais faire des tours dans le jardin pieds nus, il faisait -2 dehors, quoi. Quand je traversais des couloirs, je faisais des moulinets de bras parce que je me disais que j'allais brûler plus de calories. Et ça, en vrai, ça a commencé assez jeune. Peut-être pas la première année, mais je dirais dès le CM2, je faisais déjà ça. Et c'est pour ça que je dis que petit à petit, en fait, il y a des choses qui se rajoutent et des choses au niveau de l'alimentation qui s'enlèvent. Et je pense que c'est ça qui est le plus pervers, c'est que finalement, on se rend pas compte que ça s'empire, mais au bout d'un moment, on réalise que ça s'empire et on se dit « Ah ouais, quand même ». Tu peux expliquer un peu cette hyperactivité, cette idée de faire un max d'activité pour perdre du poids? Peut-être que ça peut paraître complètement délirant, du coup, pour des personnes qui ne le vivent pas, mais c'est vrai que tout était calculé, en fait, que ce soit ce que je mangeais, mais du coup aussi l'activité, tout était bon pour brûler. Je faisais des abdos dans ma chambre. Si par exemple j'estimais que j'avais trop mangé à un des repas, du coup il fallait absolument que je compense, donc que je compense à la fois au niveau du prochain repas, mais aussi au niveau de ma dépense énergétique. Donc ça pouvait passer partout, ça pouvait passer par des abdos, des courses, des trucs complètement délirants du style, courir par -2 dans le jardin, ne pas porter de t-shirt parce que je me disais que du coup ça allait brûler plus de calories, ne pas mettre de pull alors que c'était l'hiver. Et en fait au final, au début on a très froid, au début on a très faim et en fait après on finit par plus rien ressentir du tout. Donc du coup, même au bout d'un moment, les pleurs de la famille, les doutes, l'inquiétude, tout ça, en fait, on le ressent même plus parce que je pense ça nous coupe de tout et on ressent plus rien, on est juste dans l'hyper-contrôle. La balance, tu te pesais souvent? Ouais, je me pesais 10 fois par jour. Avant, après manger, à jeun, pas à jeun, après le sport, avant le sport, tout le temps. Ça c'est pareil, c'était de l'hyper-contrôle total. Et si j'avais le malheur après manger d'avoir repris 2 grammes, ça allait plus, c'était la catastrophe, quoi. Ça rythmait en fait mes journées. Est-ce que tu avais un poids comme ça, un idéal que tu voulais atteindre? Non, en fait j'avais pas de poids spécifique parce que c'était toujours trop. La fille que je voyais dans le miroir, elle était toujours trop grosse. Et en tout cas, si elle était, même à la fin, quand vraiment j'étais à l'article de la mort, en tout cas, si elle n'était pas trop grosse, elle n'était jamais assez. Et du coup, c'était même pas une barrière de poids, c'était juste
Elle correspondait pas, elle était moche, elle méritait pas d'être là, et donc du coup, fallait toujours faire plus. Toujours se rapprocher de je ne sais quoi, en fait. Tu me parlais de dépenses énergétiques, etc. Est-ce que Internet faisait partie des outils sur lesquels tu t'informais, te renseignais justement sur toutes ces notions-là? Parce que tu étais quand même très jeune, donc c'est aussi un apprentissage qui se fait sur les aliments à éviter, les sports à faire pour dépenser de l'énergie, perdre du poids, etc. Ouais, bien sûr, j'allais, à ce moment-là, j'avais pas les réseaux. Mais j'allais sur l'ordinateur familial pour justement faire mes petites recherches et puis pour aller consulter des blogs ou alors aller consulter des articles de régime, etc. Et je me souviens aussi de la première fois où j'ai entendu le mot anorexie que mon père a prononcé. Et puis ensuite par les médecins. Mais avant ça, du coup, juste avant mon hospitalisation, quand mon père l'a prononcé, je me rappelle être allée sur Google et être complètement dans le déni, alors que je savais pertinemment que ça me ressemblait. Je m'étais dit non, c'est pas moi, je contrôle, je suis pas là-dedans. Et voilà, je faisais mes recherches pour perdre du poids et je pense que la phase du déni a duré très longtemps avant que j'accepte le fait que j'étais malade, en fait. Et tu m'expliquais que ton papa avait vécu la même chose. Ouais. Lui, pareil, anorexie pubère, prépubère, mais ça a duré beaucoup moins longtemps. Il l'a eu à 11 ans. Lui, il a eu le déclic avec une photo. En fait, il a vu une photo de lui, parce qu'il faisait du ping-pong à haut niveau. Et il a vu une photo de lui avec son équipe. Et cette photo lui a fait le déclic. Il s'est rendu compte qu'il était très maigre et ça lui a permis d'aller mieux. Mais moi, voilà, j'avais beau voir des photos, je me trouvais grosse en photo. Mais c'est en tout cas, je pense que c'est grâce à ça, grâce à son expérience à lui, que du coup, ça a fait tilt dans sa tête et qu'il s'est reconnu en fait dans mon parcours et que ça l'a alarmé très rapidement d'ailleurs. Ça a dû beaucoup le toucher de voir que sa fille vivait la même chose que lui. Ouais, mon papa, je l'ai très rarement vu pleurer, à part pour ça et pour la mort de son père. C'est les deux seules raisons pour lesquelles je l'ai vu pleurer. Et je pense que oui, et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de cris et de larmes à la maison parce que, à la fois, des fois, il était très en colère contre la maladie. Et parfois, tu peux pas t'empêcher d'être en colère contre la personne que tu as en face de toi parce que elle entend ce que tu lui dis, mais elle écoute pas. Et puis, je pense que, ouais, comme ça faisait écho à lui, ce qu'il avait vécu, et puis qu'il se sentait impuissant, ça a été très dur pour lui. Est-ce que tu peux me parler de l'année de tes 10 ans? Ouais. Sur l'hospitalisation, du coup. Ouais, et ce qui t'a amené à ça, surtout même les étapes un peu avant. Là, encore une fois, c'était pas ma décision du tout d'être hospitalisée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait un moment que j'avais des sessions à la fois chez le psychologue et chez le médecin généraliste qui ne sait pas... Je pense qu'il y a un problème de sensibilisation à l'anorexie prépubère parce que du coup mon médecin généraliste voyait que je perdais du poids mais c'est pas forcément alarmé et c'est ma mère en fait qui a tiré la sonnette d'alarme. Il faut qu'on fasse quelque chose, je comprends pas, elle a perdu beaucoup de poids, elle grandit plus parce que forcément à cet âge-là ça coupe la croissance si on n'a pas les nutriments nécessaires. Et finalement, à ce moment-là, le médecin généraliste a regardé la courbe et s'est rendu compte qu'il y avait un petit souci. Et il était là, ah oui, effectivement. Et donc, il a contacté l'hôpital, donc le CHU de Nantes, là où habitent mes parents. J'ai eu un rendez-vous avec la pédiatre et elle a décidé du coup de m'hospitaliser en pédiatrie en urgence. J'ai été hospitalisée à l'âge de entre 9 et 10 ans pendant 4 mois, donc au CHU, avec une sonde nasogastrique du coup. Et à la suite de ça, du coup, j'ai eu de l'hôpital de jour jusqu'en 4e. À quoi servaient ces hospitalisations? Alors, l'hospitalisation à temps plein, là, c'est vraiment pour renourrir et pour reprendre du poids, pour vraiment rétablir un peu le problème pondéral. Et en fait, l'hospitalisation de jour, c'est quelque chose... donc, c'est des séances à peu près 2 fois par semaine, donc des demi-journées ou des journées entières avec des ateliers thérapeutiques. Et ça sert à faire le suivi pour surveiller la courbe de poids, pour pouvoir parler avec des professionnels, etc. Et pour vérifier qu'en fait, l'état se dégrade pas. Comment tu te sentais à ce moment-là? Très grosse. Très grosse. Je me sentais mieux, moins fatiguée forcément, parce que j'avais repris du poids. Mais j'acceptais pas du tout le poids que j'avais repris. C'était sous la contrainte. J'étais très très stressée à chaque fois que j'avais des rendez-vous là-bas. Je me prenais beaucoup la tête avec les médecins. Je me rappelle d'une fois où j'ai claqué la porte et j'ai envoyé valdinguer les classeurs qui étaient sur la table. Les ateliers thérapeutiques,
c'était chouette parce que du coup j'ai pu rencontrer des jeunes enfants qui avaient la même chose que moi. Mais je crois que j'étais pas prête à guérir à ce moment-là. Et donc du coup, c'était un peu une sorte étape larvaire en fait, où ça me permettait de me maintenir en fait dans un état physiquement convenable, qui me permettait de continuer, de reprendre à grandir en fait. Mais dans la tête, ça n'allait pas parce que j'étais encore très très prise de toutes ces pensées, de toutes ces angoisses. Et je pense que c'était ça surtout la source principale du problème qu'il fallait vraiment guérir en fait, et qui s'est guéri plus tard. Est-ce que tu peux nous expliquer de quelle manière l'anorexie prépubère, c'est rare et assez particulier? Je dirais que l'anorexie en général, en tout cas pour la plupart des femmes avec qui, même s'il y a des hommes aussi, hein, mais c'est 9 femmes sur 10 quand même, donc ça touche en grande majeure partie des femmes avec qui j'ai pu échanger, je dirais qu'elles sont quasiment toutes tombées malades dans l'adolescence, ou en tout cas fin de l'adolescence, début d'âge adulte. En fait, l'anorexie prépubère, c'est rare à mon sens parce que c'est une période de la vie où on est censé être insouciant et on n'est pas censé se préoccuper des calories, on n'est pas censé se préoccuper de son apparence, et normalement le cerveau il est encore en construction, le corps est encore en construction, et on n'a pas ces préoccupations-là. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai grandi trop vite. C'est chouette d'être mature, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Et j'ai grandi beaucoup trop vite. Du coup, j'étais en complet décalage avec les autres de mon âge. J'avais des préoccupations d'adulte alors que j'étais dans le corps d'un enfant. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que je pense qu'on n'est pas sensibilisé à ça. Parce que, quand on est petit, on est censé profiter de la vie, etc. Et donc, je pense que les parents ne sont pas renseignés sur le fait que ça peut arriver très jeune. Donc, c'est pour ça qu'à mon sens, c'est rare. Et j'en ai rencontré quand même très peu, des gens qui sont tombés très jeunes malades, ou du moins qu'en pédiatrie. Et on était peu, en fait. On était très peu nombreux. Vous parliez avec ces enfants-là qui avaient la même maladie que toi? Ouais, quand on était en hôpital de jour surtout, on a pu échanger. Et en vrai, ça m'a fait de ce côté-là beaucoup de bien parce qu'on se sent moins seul aussi. Et puis, même si chaque anorexie est différente, on se sent compris parce que je pense qu'on peut comprendre cette maladie que quand on l'a vécue. Et moi, ça m'a beaucoup apporté. Après, je crois qu'il y a eu un moment où j'en ai eu marre et j'ai eu besoin de me retrouver face à des gens justement qui étaient en pleine forme et qui connaissaient pas ça pour avancer. Mais en tout cas, sur mon chemin, ça m'a aidée. C'était quoi vos conversations? En soi, c'était des conversations banales dans le sens d'enfants, de jeunes ados. Mais en même temps, il y avait aussi cette profondeur que moi j'aimais bien. Et voilà, on pouvait aussi échanger sur nos peurs, sur nos doutes, sur là où on en était, comment chaque famille vivait la situation. Et ça, j'ai trouvé ça vachement aidant. Et puis malgré tout, on avait du coup des ateliers, ça pouvait être plein de choses, du théâtre, de la danse, des groupes de parole, etc. Et ça a aidé aussi parce que du coup, ça permettait de s'exprimer soit par la parole, soit par l'art, soit par plein de choses un peu différemment, dans un environnement où en fait on se sentait aussi compris face à l'extérieur, où parfois les gens sont un peu maladroits face à ces maladies. Donc ouais, c'était un peu une sphère qui était rassurante du moins. Donc tu dirais qu'il y a une bonne prise en charge en France de l'anorexie prépubère? Je dirais que oui. Après, est-ce que ça correspond à tout le monde? Non. Je dirais qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, que malgré tout, en pédiatrie, contrairement à l'hôpital pour adultes, on est très chouchoutés et on prend soin de nous. Ça reste dur, surtout quand on a un caractère bien trempé comme le mien et qu'on n'est pas très malléable. Et ça reste dur tout simplement parce que je pense qu'il n'y a pas une maladie pareille et que malgré tout, parfois, ce qui peut correspondre à un patient ne correspond pas à l'autre. Après, on a la chance d'avoir quand même des spécialistes qui puissent nous entourer et nous donner des conseils, parce que je suis persuadée quand même que même si je m'en suis sortie par moi-même, ces années de thérapie, j'ai sûrement pu y prendre quelques petites graines qui m'ont aidée ensuite à grandir et à guérir. Après, je pense que tout ça, que ce soit les médicaments, que ce soit le support psychologique, etc., c'est une béquille, mais ça fait pas tout. C'est-à-dire que le déclic, il doit venir de nous. Est-ce que tu peux me raconter un peu
mois qu'ont suivi ta première hospitalisation quand tu avais 10 ans? Jusqu'en 4e, j'ai fait de l'hôpital de jour. Ça a été compliqué parce que je suis rentrée au collège. Et malgré tout, je pense que le collège, c'est une période, en tout cas, qui a été difficile pour moi. Et de ce que j'ai compris, qui a été difficile pour pas mal de gens. Et là encore, la différence de maturité se sentait beaucoup parce que je pense que quand on a vécu des événements difficiles, on est un peu dans un autre monde. Et il y avait un peu une forme d'incompréhension. Ah, Inès, elle va pas à l'école parce qu'elle dit qu'elle se trouve grosse. Ce qui est très réducteur finalement, parce que c'était pas pour ça que je n'allais pas à l'école. Mais du coup, ouais, beaucoup d'incompréhension. Après, voilà, j'avais la chance d'être une très bonne élève, donc c'était pas tellement le côté scolaire qui me pesait, de devoir rattraper les cours, tout ça, parce que finalement j'y étais habituée très rapidement. Mais c'était plus, ouais, cette différence, ce décalage avec les autres, cette pression à la fois que j'avais aussi de l'hôpital, entre guillemets, de reprendre une vie normale alors que j'étais pas prête à reprendre une vie normale. J'avais toujours des blocages alimentaires et puis en même temps, du coup, de devoir m'intégrer, entre guillemets, à des jeunes de mon âge, c'était très compliqué. L'hôpital de jour, c'était à quelle fréquence? J'ai commencé 2 journées et demie par semaine jusqu'à finir à une demi-journée par semaine. Et ça s'est fait progressivement, en fait, c'est selon l'évolution du patient, selon le type d'atelier qui pourrait lui correspondre, etc. Et donc ça, c'est vu avec les médecins, en fait. Et donc tes camarades de classe, pour la plupart, n'étaient pas du tout compréhensifs? Et mes copains, mes copines, si, malgré le fait que je pense qu'ils ne comprenaient pas trop ce qui se passait, ils me soutenaient. Mais c'est vrai que il y avait pas mal de camarades de classe, donc qui n'étaient pas mes amis, qui ne comprenaient pas. Et du coup, qui étaient là, ah bah moi aussi, je peux dire que je vais pas à l'école en prétendant que je suis grosse, comme ça, bah c'est pratique, je loupe les cours. Si c'était si simple. Mais c'est, voilà, c'était compliqué. Et puis, malgré tout, j'étais très mal dans ma peau, donc je pense que ça n'aidait pas non plus à prendre de la distance avec ce que les autres disaient, en fait. Les années collège, c'est aussi le début de la puberté. Ouais. Comment tu as vécu cette période? Compliqué, parce que justement, la puberté, en fait, c'est un peu le début des formes, la découverte du corps de la femme, etc. Et en fait, je pense que l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait de l'anorexie, c'est aussi parce que, paradoxalement, j'ai grandi trop vite et j'avais envie de rester l'enfant que j'avais pas pu être pendant toutes ces années. Et donc, voilà, j'avais envie de fuir ces courbes, ces formes de femme pour rester la petite fille insouciante et vivre l'enfance en fait qui avait été un peu bafouée avant. Et donc c'était compliqué, surtout que comme j'ai eu un peu, voilà, avec mes variations de poids, j'avais un peu du mal à me faire une représentation, dans le sens, il y avait des moments où ça se répartissait pas forcément très bien parce que quand on reprend du poids, des fois on reprend un peu du visage et du coup on a un peu les joues gonflées et moi j'étais très complexée par ça. Quand j'ai commencé à avoir des seins, c'est pareil, ça me complexait beaucoup parce que j'étais pas prête à ça. Donc voilà, je me cachais derrière des fringues un peu qui me plaisaient pas forcément, mais qui en tout cas me permettaient peut-être d'être un peu plus à l'aise. Quand ça allait un peu mieux, je portais des fringues qui me mettaient peut-être un peu plus en valeur, mais à cet âge-là, les garçons sont pas forcément très doux et très tendres, ils ont pas forcément le bon vocabulaire avec les filles, donc du coup, ça me mettait pas très à l'aise non plus. Donc en fait, voilà, ça a été une période difficile et je pense que j'ai pas réussi à me trouver, du moins durant cette période, et j'ai continué à fuir la femme en devenir pour rester la petite fille Inès avant la puberté en fait. T'avais vraiment ce désir de rattraper ton enfance? Ouais, à la fois en fait il y avait cette envie d'avancer dans le temps pour fuir un peu cette période collège qui me plaisait pas, où les gens ne comprenaient pas ce que je vivais. Et en même temps, j'avais envie de redevenir un peu la petite fille de mes parents que j'avais pas pu être parce que j'avais grandi trop vite, parce que j'avais laissé, entre guillemets, la place à mon petit frère, parce que j'avais dû me débrouiller très rapidement. Et voilà. Et en même temps, très paradoxal, je me voyais pas dépasser les 25 ans parce que je me disais que j'allais mourir avant. Voilà. J'étais un petit peu perdue et je pense que j'avais du mal dans tout ça à trouver une identité. Et à vraiment savoir là où j'allais.
Et c'était plus facile pour moi de me raccrocher un petit peu à l'enfance que j'avais pas pu avoir, plutôt qu'imaginer le futur qui me faisait peur à ce moment-là et que j'imaginais même pas en fait. Tu disais que tu allais mourir avant tes 25 ans. Ouais, je me voyais pas passer les 25 ans. Pour moi, j'étais tellement pas bien, c'était tellement sans issue que la mort était plus proche que la vie à ce moment-là. Et que c'était plus facile de se laisser dépérir que d'essayer de lutter en fait. Même après l'hospitalisation, il n'y avait pas d'issue? En fait, j'y croyais pas moi-même et ça, je pense que c'est compliqué. C'est-à-dire que, voilà, comme je vous ai dit, l'hospitalisation, elle est là pour nous faire reprendre du poids. Mais si on n'a pas le déclic, en fait, ça va rechuter. Et je savais que peu importe le moment, j'allais rechuter dans la maladie. Et que j'allais pas m'en sortir en fait. Et donc du coup, je savais que ça allait arriver, plus ou moins dans un certain laps de temps, mais je savais que ça allait arriver et je ne m'imaginais pas, être adulte. Je m'imaginais pas, avoir un travail, être une femme, sûre d'elle. Je m'imaginais pas ça. Pour moi, j'allais rester malade toute ma vie et c'était sans issue. Ça veut dire que entre le CM2 et la 4e, donc tu avais l'hospitalisation de jour, donc Ouais. ça te maintenait à un poids, mais c'était plus dans la tête. Quand tu te regardais par exemple dans le miroir, tu avais toujours cette petite voix, si je comprends bien. C'est ça, exactement, ouais, c'est une petite voix dans la tête qui nous répète en boucle qu'on n'est pas assez, qu'on est toujours trop grosse. Surtout là, en fait, en ayant repris du poids, j'avais ce truc de si je reperdais du poids, j'allais pas grandir, j'allais rester bloquée à 1m40 toute ma vie. Et donc du coup, il y avait aussi ce dilemme-là et un peu cette urgence de se dire, il faut grandir aussi. Et donc, faut maintenir un poids qui soit raisonnable pour pouvoir relancer la croissance. Et ça a été très dur parce que justement, ce qu'on appelle la dysmorphie et dysmorphophobie, les deux, j'avais les deux et en fait, je me voyais pas comme j'étais. C'est-à-dire que je me voyais énorme. Et c'était insoutenable, insupportable de se voir comme ça. Et donc, ça a été une période difficile, ouais. À ce moment-là, c'était quoi les conversations avec tes parents? C'était je suis grosse, je m'en sortirai pas. Il y avait malgré tout encore mon contrôle à moi et leur contrôle à eux, parce que je pense qu'après l'hospitalisation, ils n'avaient pas envie que je rechute. Et donc je sentais ce contrôle permanent au niveau de mes assiettes. Et ça a été difficile aussi, parce que même si ça partait d'une bonne intention, c'était contre-productif pour moi de sentir cette pression tout le temps de « Ah, tu finis pas ton assiette, ah, t'en as pas pris assez, ah, t'as pas… » Parce qu'en gros, quand on sort d'hospitalisation, on a un cadre en fait, qui nous est fixé pour manger un minimum de nutriments par jour. Et voilà, mes parents voulaient absolument que je le respecte, ce qui était légitime en fait, parce que c'était bon pour moi dans un sens, mais du coup, moi, ça me mettait beaucoup de pression, je me sentais toujours scrutée. Et ça, c'était difficile, c'était source de tension. C'était pas une période évidente pour eux comme pour moi. Et je pense que c'était une relation de contrainte. C'est-à-dire que je pense que du coup, à ce moment-là, l'attention que j'avais pas eue quand j'étais petite, je l'avais, mais je l'avais pas pour les bonnes raisons. Je l'avais parce qu'ils étaient inquiets et pas parce que ils étaient heureux. Quand est-ce que la rechute est survenue? Elle avait déjà commencé un petit peu avant, mais je dirais que ça s'est vraiment dégradé au moment du Covid. Donc 2019. Ouais, 2019, ouais. Et puis 2020, quand il y a eu le confinement. Ouais, c'est ça. Et là, ça s'est vraiment dégradé en 6 mois. Là, c'était très compliqué. Ça a été la deuxième rechute. Vous aviez quel âge? Là, j'avais 16 ans. Et donc, du coup, le confinement m'a pas fait du bien du tout parce que j'allais plus en cours, je voyais plus mes amis. Alors, les relations étaient très pareilles, un peu des relations de contrainte avec mes amis parce que je pense qu'ils étaient inquiets pour moi. Et à cet âge-là, on commence un peu à se rendre compte des choses aussi. Donc, la différence de maturité se voyait peut-être un peu moins. Et je sais que, à ce moment-là, je mangeais déjà plus trop comme eux, je faisais de nouveau attention, etc. Mais ça s'est vraiment dégradé quand je me suis retrouvée toute seule, enfermée avec mes parents, avec mes frères et sœurs. Et là, ça s'est dégradé très rapidement. J'ai de nouveau reperdu beaucoup de poids. Et en fait, là, c'est à la suite d'une prise de sang que la sonnette d'alarme a été tirée par le médecin cette fois-ci, parce que du coup, j'avais le foie qui se nécrosait et je faisais de la tachycardie. Et donc, du coup, là, j'ai été hospitalisée en urgence en endocrinologie. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu mieux ce foie qui se nécrose? En fait, quand il n'y a pas assez de nutriments,
qui viennent alimenter justement les organes vitaux. Le foie va se manger lui-même en fait et va sécréter justement des enzymes à gogo. Et donc ça provoque la destruction du foie, et le foie qui est un organe vital, si jamais on n'en a plus, on meurt. Et il a cette faculté justement pour sauver les derniers organes, de se manger lui-même. Et en fait, quand les organes sont trop hauts, les enzymes du foie sont trop hautes, ça provoque justement des gros dérèglements au niveau sanguin, etc. Et en fait, ça a alarmé directement les médecins. J'avais aussi les reins, parce qu'en fait, du coup, les reins fonctionnaient plus bien. Donc, j'avais tout le temps envie de faire pipi. Tout partait en vrille en fait. Le cœur qui battait pas régulièrement, il battait à 30, 40. Donc, parce que justement, il n'y avait plus assez d'énergie pour pomper. Les bouts de dents, les bouts de cheveux qui partaient. C'était terrible. Et encore, j'étais pas à la pire rechute que j'ai eue ensuite, dont on parlera après. Mais là, du coup, c'était vraiment les médecins qui ont tiré l'alarme. Et d'ailleurs, heureusement qu'ils l'ont fait, parce que 3 jours après, je pense que le foie aurait été complètement nécrosé et je serais morte, je pense, sur le coup, en fait. Je crois que à ce moment-là, en tout cas, durant la 2e rechute, je m'en rendais toujours pas compte. C'est-à-dire que j'étais toujours dans le déni. Je savais que j'étais fine, mais je ne me voyais pas maigre. Je me rappelle quand le médecin a appelé mon père est venu me voir et il m'a dit il faut qu'on aille à l'hôpital, on a reçu ta prise de sang et c'est catastrophique, il faut que tu ailles à l'hôpital maintenant. Et je me souviens, mon père a fait mon sac très rapidement, il pleurait dans la voiture, il pleurait quand il m'a laissée, ça a été une des premières fois où je l'ai vu pleurer. Et puis moi, je me souviens avoir appelé mes copines, parce qu'on avait organisé je sais plus quoi ensemble. Ça va pas être possible, je vais à l'hôpital, je suis désolée. Et donc le voir me laisser. Et puis en plus, comme c'était le Covid, pendant 1 mois, du coup, j'ai été dans une chambre d'hôpital sans pouvoir avoir de la visite, sans pouvoir trop sortir, etc. Parce que du coup, les visites étaient très très restreintes. Donc là, ça a été dur. Et puis, malgré tout, l'hôpital pour adultes, c'est pas la même chose que l'hôpital pour enfants. Et je pense qu'à 16 ans, on n'est pas encore une adulte. On n'est plus complètement une enfant, mais on n'est pas une adulte non plus. Et il y a quelque chose de très froid, et là pour le coup on est beaucoup moins chouchouté qu'en pédiatrie, quoi. Très paradoxalement, il y avait une sorte d'apaisement là-dedans, c'est que je me disais bientôt ce sera fini, bientôt tu seras plus obligé de souffrir et bientôt tu seras apaisé. Et en fait je ressentais plus rien non plus, c'est-à-dire que ma mère avait beau pleurer, mon père avait beau crier, à ce moment-là j'étais dans ma bulle, je ressentais plus rien. En fait, comme si j'étais anesthésiée. Je pense que les neurones fonctionnaient aussi au ralenti parce qu'ils n'étaient pas alimentés non plus. Donc du coup, je ressentais plus rien. J'étais dans une sorte de léthargie en fait. Donc il n'y avait même pas de tristesse, il n'y avait même plus de colère, il n'y avait plus rien. Juste j'étais une âme laissée comme ça, un corps sans vie en fait, éteint. Et donc c'est plus le médecin que vos parents qui ont donné l'alarme à ce moment-là? Là, la 2e fois, oui, parce que mes parents étaient démunis, ils voyaient que ça n'allait pas, mais je pense que comme j'étais plus âgée, ils avaient encore moins la main sur que faire, etc. Et puis comme c'était le Covid, et puis que j'avais arrêté l'hôpital de jour, j'avais continué un peu de mon côté, que les séances de psy s'étaient arrêtées, tout ça, avec le confinement, je pense que c'est pas qu'ils acceptaient la situation, mais ils étaient... ils savaient pas comment s'y prendre, quoi. Et en fait, j'ai dû quand même aller faire une prise de sang pour vérifier si tout allait bien. Et là, pour le coup, le médecin a dit c'est pas possible, c'est catastrophique. Et puis si vous l'amenez pas maintenant, ce sera trop tard, quoi. Comment ça s'est passé ensuite, après cette seconde hospitalisation? Alors cette seconde hospitalisation, ça a duré 4 mois et demi. 1 mois et demi en endocrinologie, où là, c'était vraiment des soins médicaux. Donc je me rappelle que là, c'était compliqué aussi, parce que
On m'appelait l'anorexique, donc déjà très impersonnel, que moi j'étais très hyperactive à ce moment-là et qui me disaient toujours faut vous asseoir, et je me rappelle dès qu'ils avaient le dos tourné, je faisais avec la sonde nasogastrique, je faisais du sport dans ma chambre, je me barrais de la chambre d'hospice quand les infirmières étaient en pause pour aller dehors faire mes tours de marche. Enfin voilà, c'était compliqué. Et ensuite j'ai eu une place donc à Salomé, qui est un centre d'addictologie à Nantes, qui est là avec plusieurs justement sections, dont une spécialisée donc dans les troubles du comportement alimentaire. Et là donc j'y suis restée les 3 autres mois. Et donc là, c'était dur, mais quelque part, ça m'a fait du bien aussi. Mais c'était très difficile parce que là, pour le coup, il n'y a pas de être végétarien, il n'y a pas de j'aime pas. La nourriture, c'est comme un médicament et t'as pas le choix. C'est vraiment ouais, tu manges ou tu crèves, ou alors tu manges ou tu retournes si tu manges pas, tu retournes en soins intensifs. Donc du coup, il y a un peu ce poids au-dessus de notre tête. Et là, donc j'ai rencontré vraiment des gens avec qui je suis toujours amie aujourd'hui, qui m'ont beaucoup apporté pour le coup. Et ensuite, j'ai fait de l'hôpital de jour de nouveau, mais chez les adultes. Et là, ça n'a pas été la même pour le coup, parce que je savais que c'était pas ce qu'il me fallait, que j'allais de nouveau rechuter. Et je me suis pas forcément sentie toujours comprise non plus. Malgré la bienveillance des soignants, j'arrivais plus à suivre les ateliers, j'arrivais plus à être sous la contrainte. Et en fait, du coup, comme j'ai reperdu du poids, ils m'ont dit, bah écoutez, on peut plus rien pour vous, on se reverra en soins intensifs de gastro ou en réanimation. Et donc du coup, ils m'ont dit bah merci, au revoir. Vous êtes passé en dessous de l'IMC, donc le poids réquisitionné pour être en hôpital de jour. Ce qu'il vous faudrait, c'est une hospitalisation. Comme vous refusez l'hospitalisation, bah c'est ciao. Et donc là, du coup, contre indication médicale, j'ai décidé de pas retourner en hospitalisation et de rentrer en études sup. Parce qu'à ce moment-là, du coup, j'avais passé le bac. Je me suis dit, je vais tenter Sciences Po. Parce que j'avais eu le concours juste après le bac. Je vais le tenter et puis on verra. Et voilà, j'ai décidé de faire ma valise, de partir dans une nouvelle ville que je connaissais pas, loin du quotidien qui pouvait sembler rassurant avec mes parents, mais en fait au final qui, je pense, m'oppressait un peu. Et voilà. Et ça a été aussi compliqué, je pense, pour mes parents parce qu'ils savaient pas trop comment ça allait se passer, s'ils allaient me voir revenir, dans une boîte, s'ils savaient pas trop, voilà. Et puis à ce moment-là, du coup, j'étais dans l'état le plus bas que j'ai jamais été, parce que du coup, je faisais 25 kilos pour 1m63, et là, pour le coup, heureusement que j'ai pas fait de test sanguin, parce que je pense que sinon, j'aurais pas pu aller à Sciences Po et faire mon parcours comme j'ai pu le faire là. Ma mère a toujours, même à la fin, elle y croyait encore, parce que c'est quelqu'un de très positif, et elle s'est toujours dit, quand on aura vraiment marre, quand voilà, tu te diras que c'est plus vivable, bah là, quand tu auras vraiment touché le fond, bah tu remonteras, et je crois en toi, et même si c'est dur de te laisser partir, je te laisse partir. Mon père, honnêtement, il croyait pas, entre guillemets, il avait fait... je pense qu'on peut jamais faire le deuil, mais il s'était dit que peut-être il me reverrait pas. Ils m'ont laissé partir à Lyon et puis pour faire ma rentrée, en fait. Et j'avais été acceptée justement à Lyon parce que j'ai eu la chance pendant le Covid que tout se soit fait sur dossier, contrairement à Sciences Po Paris où il y avait eu des oraux. Et je pense que ça m'a aidée aussi parce que je pense que physiquement, s'il m'avait vu qu'on avait eu un entretien avant, il se serait dit elle va nous claquer entre les doigts celle-là et ça va pas être possible. Et finalement, le fait que ça a été sur dossier, je pense que ça m'a servi aussi, que finalement il n'y ait pas eu de visage mis sur mon profil et que j'ai pu juste faire mon truc et y aller malgré tout, quoi. Donc tu dirais que les hospitalisations sont hyper utiles, mais que le déclic doit être personnel? En fait, je pense que ça dépend déjà de chaque personne. Je pense qu'on peut en tirer forcément quelque chose de positif. Déjà, les rencontres qu'on peut faire, avoir une oreille attentive, etc. Donc je dirais qu'il y a des choses utiles. Maintenant, encore une fois, je pense que c'est un soutien, c'est une béquille, c'est quelque chose qui peut nous apporter. Tant que ça vient pas de nous, tant qu'on s'est pas dit qu'on en a marre et qu'on mérite pas cette vie-là et qu'on mérite d'être heureux, je pense
que ça marchera pas. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai beau mettre mon énergie dans avoir mis mon énergie dans les hospitalisations, ça a marché justement que quand je me suis dit je le fais pour moi, là j'en ai vraiment ras-le-bol et j'ai envie que ça aille mieux, quoi. Le déclic, il est venu quand je me suis retrouvée face à moi-même dans mon appart, où j'étais toute seule, que j'ai rencontré des gens que je connaissais pas du tout d'avant, qui étaient des étudiants, qui avaient envie de vivre leur meilleure vie d'étudiant, de sortir, de faire des rencontres, de faire la fête, etc. Et toutes ces choses-là, moi, je pouvais pas les faire parce que justement, j'étais dans un état tellement critique que tout était devenu compliqué. J'étais coincée dans un corps de 80 ans alors que j'en avais 18. Tout était un effort. Je faisais des malaises tout le temps. Et je me souviens de plein de moments, que ce soit l'intégration, même quand je faisais mes courses, tout ça, où là vraiment c'était compliqué. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je peux plus. Je vois les autres qui vivent leur vie étudiante pleinement. Et moi, à cause de ça, je suis bloquée dans ce corps-là qui suit pas la route. Je peux pas courir. J'ai des escarres. En fait, à peine je m'asseyais, que ce soit sur une chaise, tout ça, je pouvais pas rester assise parce qu'en fait, j'avais la peau qui était tellement fine qu'en fait, à peine je mettais des chaussures, j'avais un contact avec un objet que ma peau, en fait, ça faisait des escarres. Donc, ce qu'on appelle des escarres, c'est la peau qui s'arrache et du coup, c'est à vif, quoi. J'avais les os à moitié fissurés parce que j'avais pas assez de calcium et que j'étais à ça de l'ostéoporose. Du coup, comme je vous avais dit, je perdais les cheveux. Enfin, je continuais à perdre des petits morceaux de dents, à perdre mes cheveux. Je rentrais plus dans aucun vêtement. Rien que se lever le matin, c'était compliqué. Descendre les escaliers, c'était compliqué. Rester concentrée en cours, c'était impossible. J'étais complètement démusclée à cause de la dénutrition. Et je crois que le déclic, c'est quand je me suis pissée dessus, on va se le dire. En fait, j'avais plus de muscles du tout. Et en fait, ma vessie ne se contractait plus. Et donc, du coup, je ne pouvais plus me retenir. Et donc là, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Je peux pas continuer à vivre comme ça et c'est pas possible, il faut que je me reprenne en main. Et voilà, c'est venu de là. Comment, à partir de ce déclic, vous avez remonté la pente petit à petit, repris du poids? En fait, c'est venu d'un coup, c'est-à-dire que j'ai eu ce déclic mental, mais il y a eu un déclic physique qui s'est fait avec ce qu'on appelle des épisodes de faim extrême. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, je suis passée devant un magasin et je sais pas pourquoi, j'ai vu un paquet de gâteaux et je me suis dit, je vais prendre ce paquet de gâteaux, sans savoir si j'allais le manger. Mais je l'ai pris, je suis rentrée chez moi et puis une demi-heure plus tard, je me suis dit, tiens, je vais goûter un gâteau. Et je pense que de remanger du sucre, il y a eu un switch dans mon cerveau et en fait, mon cerveau s'est bloqué et là, il y a eu plus que le corps qui parlait et je me suis mise à manger. Mais juste parce que j'en avais besoin. Pendant une semaine, je pense que j'ai mangé 3 fois la dose journalière de quelqu'un de normal, mais sans jamais ressentir la satiété. C'est-à-dire que juste mon corps mangeait parce que il était tellement dénutri que j'avais beau manger, ça, c'était jamais suffisant. Et en fait, je l'ai appris plus tard. Les épisodes de faim extrême, ça peut provoquer des arrêts cardiaques pour des gens qui sont trop dénutris. Donc j'aurais pu mourir de ça. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais du coup, ça m'a permis de reprendre 12 kilos en une semaine. En fait, ça se voyait même pas parce que c'était juste la réhydratation et les organes qui se reconstruisaient en fait. Donc du coup, ça se voyait même pas. Ça a commencé à se voir après parce que j'ai recommencé à reprendre un petit peu de rondeur au niveau du visage, d'être un petit peu moins saillante au niveau des os, de plus avoir d'escarres, etc. J'ai eu des œdèmes aussi un petit peu parce que j'ai fait de la rétention d'eau. Mais du coup, non, au début, c'était vraiment juste de la réparation corporelle, on sauve les meubles, quoi. Il me semble que tu m'avais aussi parlé d'épisodes de boulimie. Ouais. Ça, c'est venu ensuite, donc après ces épisodes de faim extrême, et ça a permis de continuer en fait de solidifier ma prise de poids. J'ai eu un peu le revers de la médaille de l'anorexie, c'est après 10 ans de privation,
En fait, j'avais regoûté justement enfin à la nourriture et je pense qu'il y a eu une phase où j'avais du mal à me réguler et du coup, des fois, j'avais des compulsions, donc des phases de crise de boulimie où en fait, boulimie hyperphagie, où en fait, je mangeais en très peu de temps des quantités astronomiques, donc un peu différent de la faim extrême parce que cette fois-ci, je ressentais vraiment que j'étais full au niveau du ventre, que c'était trop, mais j'arrivais pas à m'arrêter. Et donc, soit c'était de l'hyperphagie, donc l'hyperphagie, on mange en grosse quantité, et on garde tout, soit de la boulimie, donc là il y a des méthodes compensatoires. Donc du coup, ce que j'appelle par méthode compensatoire, ça peut être vomissement, jeûne, hyperactivité, etc. Et donc ça a duré pendant un certain temps. Ça m'a permis du coup de reprendre du poids, et après j'ai été un petit peu plus haute que je pense, ce qu'on appelle le poids de forme pendant quelques temps, et je pense que ça m'a permis le corps était tellement en stress d'avoir été pendant des années dans la privation que du coup, en fait, il a stocké un petit peu pendant un an pour être sûr que je ne manque de rien après, parce que finalement le corps est bien fait. Et après, ça s'est régulé et je suis revenue à mon poids de forme en fait naturellement. Et les crises de boulimie se sont estompées quoi. Du coup, le fait de prendre du poids, là, à ce moment-là, tu étais finalement contente de te voir prendre des joues, prendre des rondeurs. Quand j'ai eu les épisodes de faim extrême, c'est venu un peu percuter le symptôme en fait. Le symptôme, l'anorexie, c'est vraiment la plus grande peur qu'on puisse avoir, c'est prendre du poids. Donc c'est venu un peu percuter de plein fouet ce symptôme et ça m'a fait très peur. Mais au début, en fait, il y a eu une sorte de libération. C'était vraiment du lâcher prise, c'est-à-dire que pour la première fois de ma vie, j'avais lâché les brides et ça m'a enlevé une charge mentale de fou, de lâcher l'hypercontrôle. Un peu trop du coup parce que après j'ai eu un petit peu de mal à me réguler et à renouer avec ces sensations de faim. Par contre après quand j'ai été un petit peu plus haute en poids, là ça a été très 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 dur et je pense que ça a été une des périodes les plus dures dans cette phase de guérison parce que c'était dur de me voir comme ça, surtout parce que je me suis connue toute ma vie dans un corps en sous-nutrition, donc du coup de revenir à un corps dans la normale qui plus est un petit peu plus rond, c'était compliqué pour moi, mais je pense que c'était une étape nécessaire à la fois pour la reconstruction corporelle et aussi pour m'accepter dans un corps, mon poids de forme quoi. Ça a pris combien de temps, cette étape de reconstruction? Je dirais que ça a pris bien 2 ans et demi, 3 ans, et puis là ça fait 1 an et demi, 2 ans que je commence à me stabiliser et à renouer avec mon poids de forme en fait. Où là du coup je reste quand même globalement très stable. Après avec les années etc. ça se modèle un petit peu différemment, mais en tout cas, je me sens plus apaisée et c'est moins une source d'angoisse, même si je pense que des séquelles, j'en garderai toujours, mais c'est moins une source d'angoisse qu'au début, en tout cas, de la reprise de poids, où là, c'était tellement différent de ce que j'avais connu, que c'était très difficile et au-delà du psychologique, même corporellement parlant, c'était difficile parce que, comme je vous ai dit, je vous ai parlé des œdèmes, mais au-delà de ça, se repérer dans l'espace, c'était devenu difficile. Je me tapais dans les murs parce que tous mes repères avaient été modifiés, ce qui peut paraître un petit peu drôle comme ça, mais du coup, quand on s'est toujours connu très très maigre, il y avait des endroits où je pouvais passer et puis après je me cognais dans la table parce que mes dimensions avaient changé. Donc c'est on réapprend à vivre un petit peu aussi quoi. Et puis c'est fou aussi de voir le corps qui se recrée, qui renaît après ça. Donc les cheveux qui repoussent, la peau qui est de nouveau toute douce comme une petite peau de bébé parce que elle se reconstruit. Enfin, plein de choses comme ça on redécouvre un corps qu'on n'a jamais connu finalement. Donc, je trouve ça assez beau aussi. Comment ça va aujourd'hui? Ça va beaucoup mieux. Et si on m'avait dit que j'avais fait que j'aurais pu faire tout ce parcours-là en 5 ans, je ne sais pas si je l'aurais cru. Et c'est vrai que c'est une fierté et c'est émouvant aussi d'en parler aujourd'hui. Après, je pense que des séquelles, j'en garderai toujours. Mais tant que ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas de faire ce qui me plaît aujourd'hui et de m'épanouir comme ça, je pense que j'ai tout gagné. Papa est content? Papa est content. Papa est soulagé surtout et je pense qu'il est
rassurée de voir sa fille qui de nouveau s'épanouit, qui de nouveau a les yeux qui pétillent et qui fait des choses qui lui plaisent dans la vie en fait. Est-ce que tu dirais du coup que c'est vraiment le déclic qui est important dans le parcours de la maladie, d'avoir un jour ce déclic-là et qu'avant ça, il y aura toujours des cycles qui se répètent? En tout cas, pour moi, encore une fois, chaque anorexie est différente. Pour moi, ça a été ça. Je pense que tant qu'on ne prend pas conscience pleinement qu'on le fait pour soi et qu'on a vraiment envie de s'en sortir, je pense que ça ne marche pas. Parce qu'on aura beau nous répéter que voilà, il faut remanger, qu'il faut aller mieux, qu'il faut reprendre du poids parce qu'on est dans une situation instable, que dans une situation critique même. En fait, tant que ça vient pas de nous, ça fonctionne pas. Tu dirais quoi à une enfant ou une ado qui regarde cette vidéo aujourd'hui et qui peut-être se pose les mêmes questions que toi à l'époque? Ce que je lui dirais, c'est que la seule personne qu'elle doit rendre fière, c'est la la petite enfant qu'elle est aujourd'hui et l'adulte qu'elle sera demain. Et qu'en tout cas, il faut qu'elle le fasse pour elle parce qu'il y a tellement de choses belles dans la vie qu'elle peut découvrir et qu'elle peut faire, elle a tellement de choses à voir parce que cette petite Inès, depuis toute petite, elle veut découvrir le monde, elle veut voyager, elle veut rencontrer des personnes, raconter des histoires au-delà du journalisme, c'est raconter des histoires qui me plaît et que tout ça, en fait, c'est faisable si on est en bonne santé. Et que le corps qu'on a, en fait, on n'en a qu'un, que c'est avec celui-là qu'on vit toute notre vie, donc il faut le chérir et voilà, et que les beaux projets ils se réalisent si on est en forme et que voilà, la santé mentale et la santé physique elles vont ensemble et que ça peut pas aller sans l'autre. Là, depuis que tu vas mieux, tu réalises plein de belles choses? Oui, je pense que je suis épanouie. Il reste encore plein de choses à faire, mais oui. Je continue mes études, je voyage beaucoup, je fais du marketing de réseau à côté, plein de beaux projets qui me plaisent beaucoup. Et voilà, au-delà de ça, je pense que je suis sortie en fait de cette bulle qui m'enfermait, donc ça m'a permis de m'ouvrir donc déjà à des gens formidables, laisser la place aussi à l'amour parce que c'est difficile quand on n'est pas à l'aise avec son corps, qu'on n'est pas à l'aise avec sa sexualité, de laisser rentrer quelqu'un dans cette bulle-là. Et je pense que ça, depuis que je vais mieux, ça m'a permis de le faire aussi, d'être beaucoup plus à l'aise avec ça, de laisser des personnes en fait rentrer dans cette sphère et de plus être recroquevillé comme ça, à vouloir prendre le moins de place possible, alors qu'en fait, on a le droit de briller et de réaliser ses projets, quoi. Merci infiniment, Inès. Merci à vous.